Bon, maintenant, je vais vous expliquer un peu le fonctionnement de base d'une fonction sinusoïdale. Donc, lorsqu'on parle de la fonction sinus, on se rappelle dans le cercle trigonométrique, c'était la coordonnée en y qui correspondait au sinus de l'angle. Donc, la coordonnée en x ici, justement, c'est la mesure en radian. Donc, c'est la mesure d'un angle en radian. Et moi, je vais aller observer, dans le fond, le sinus de l'angle, donc la coordonnée en y. On se rappelle assez facilement que la coordonnée y au départ, y est égal à 0. Et là, la valeur montait jusqu'à sa valeur maximum qui était 1. Parce qu'on se rappelle que les rayons du cercle, c'était 1. Je ne peux pas aller plus haut que 1. Ça correspond exactement à cette partie-là ici. Donc, dans ma fonction sinus, je suis parti à 0 et j'ai monté jusqu'à temps que j'obtienne le 1. Et par la suite, la valeur en y s'est mise à diminuer. Donc, le y se remet à descendre jusqu'à obtenir 0. Jusqu'à faire, en fond, un angle de 180 degrés, un demi-tour complet. Mais un demi-tour complet, lorsqu'on est en radian, c'est égal à pi. C'est la raison pour laquelle, dans mon plan cartésien ici, j'ai le pi. Par la suite, dans mon cercle, la valeur en y a continué à diminuer en passant dans les valeurs négatives. Donc, ici, même principe. Si on regarde la valeur en y de ma fonction, elle est allée dans les valeurs négatives. Elle va aller jusqu'à son point le plus bas, moins 1. Et elle va finir par remonter jusqu'à réobtenir 0 après avoir fait un tour complet. Donc, lorsqu'elle va avoir fait un tour de 2 pi radians, elle va être revenue à 0. Donc, ce qui correspond à la dernière partie ici, jusqu'à ce qu'elle revienne à son point de départ. Et par la suite, on peut continuer à faire des tours alentour de mon cercle trigonométrique. Je veux dire, quand je roule en voiture, ma roue ne fait pas seulement un tour. Mais c'est un peu le même principe. Quand on est dans un cercle trigonométrique, l'angle n'arrête pas à 360. Enfin, un angle, sa mesure n'est pas limitée à 360 degrés. Je peux faire plusieurs tours. Donc, je peux aller à 720, je peux aller à 1080, et ainsi de suite. Je peux aller jusqu'à l'infini. Bon, c'est très abstrait comme notion, mais on continue à l'infini dans les réels positifs ainsi que dans les réels négatifs. Autrement dit, le domaine de ma fonction, c'est les réels. Et si j'essaie d'expliquer le comportement de la fonction cosinus, c'est exactement le même principe. C'est juste que le point de départ de ma fonction cosinus est différent. La fonction cosinus, c'est la coordonnée, dans le fond, en x dans mon cercle trigonométrique. Donc ici, je commence mes cosinus lorsque le x est égal à 1. Donc mon cercle commence, dans le fond, lorsque le cosinus est à son maximum à 1. Donc, que j'ai ici, qui correspond au point de départ. Et après ça, si on regarde la coordonnée en x, hop, elle va diminuer, elle diminue, jusqu'à obtenir 0 lorsqu'elle croise l'axe des y. On continue mon cercle. Le x continue à diminuer jusqu'à aller dans les négatifs. Il va descendre, et après ça, il va se remettre à monter jusqu'à revenir à 0. Et par la suite, il va revenir à sa valeur maximum, qui était 1. Et ça correspond précisément au comportement de ma fonction ici. Il a commencé à 1, son maximum. Descendu jusqu'à temps qu'il atteigne pi sur 2. Continue à descendre pour atteindre sa valeur minimale lorsqu'il avait fait un demi-cercle, donc après une distance de pi. Il s'est remis à monter, et il serait revenu à son point de départ, son point maximum, lorsqu'il aurait parcouru une distance un angle de 2 pi. Alors voilà, ce qui explique le comportement d'une fonction sinusoïdale. Maintenant, on va aller voir les différents paramètres d'une fonction sinusoïdale ainsi que les différentes caractéristiques. Vous allez réaliser qu'il est possible d'avoir 4 différents types de fonctions sinusoïdales. En fait, oui, juste pour les fonctions sinusoïdales. Il y a d'autres fonctions périodiques, la fonction tangente, entre autres. Mais pour les fonctions sinusoïdales, il y en a, bon, il y a la fonction sinus et la fonction cosinus, mais moi, je les classe en 4 catégories. Je les classe en la fonction sinus, la fonction moins sinus, la fonction cosinus et la fonction moins cosinus. Donc, je ne me lancerai pas dans les explications à tout rompre sur le pourquoi est-ce que je fais ça puis comment je l'explique. Ça, j'ai fait ça en classe. Je vais tout simplement aller dans le pratico-pratique, c'est-à-dire vous montrer les différentes méthodes. Donc, ici, si on regarde attentivement, j'ai décidé de tracer une fonction qui est 2 sinus de 2. Donc, j'ai décidé de faire une fonction sinusoïdale, mais positive, parce que mon paramètre A est positif. Donc, on va juste vite revoir quels sont les différents paramètres dans une fonction. Les paramètres n'ont pas changé de toutes les autres fonctions qu'on a étudiées jusqu'à présent. Donc, j'ai encore une fois le paramètre A, le paramètre B, le paramètre H et le paramètre K. Bon. Maintenant, on va aller voir ce que les différents paramètres représentent dans ma fonction. Donc, on va commencer par le paramètre A. Le paramètre A,
il est égal à 2 dans ma fonction. On va dézoomer. C'est représenté comment dans mon graphique? Mais le paramètre A, tiens, je vais faire le paramètre A en rouge. Donc, le paramètre A, dans mon graphique, ça correspond à la moitié de la hauteur de ma fonction. Donc, autrement dit, je pars du milieu de ma fonction, autrement dit de l'axe transversal que je vais dessiner ici. Donc, ça, c'est l'axe qui passe en plein milieu de ma fonction périodique. Et la demi-hauteur de ma fonction ici, ça correspond à l'amplitude, qui est exactement la même chose en bas, soit dit en passant. Et ici, ça correspond à 2. Donc, c'est pour ça que mon paramètre A ici, j'ai mis qui est égal à 2. Remarquez que, dépendamment de la fonction que je choisis, si j'avais décidé de prendre une fonction moins sinus, ben, mon paramètre aurait été égal à moins 2. Dans le fond, l'amplitude de ma fonction, c'est tout le temps égal à la valeur absolue du paramètre A. Donc, le paramètre A peut être positif ou négatif. Moi, j'ai décidé de la faire positive. Je vais expliquer pourquoi un petit peu plus tard. Ensuite, pour ce qui est du paramètre B. Donc, moi, ce que je fais, dans le fond, c'est que je commence par me déterminer un point de départ de mon cycle. Ici, étant donné que j'ai décidé d'utiliser une fonction sinusoïdale positive, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que ma fonction commence à un point d'inflexion. Je vous rappelle là, qu'on a vu là, dans la diapositive précédente, ma fonction sinus commençait tout le temps par un point milieu. C'était le point 0,0, puis elle montait. Autrement dit, le point milieu, on appelle ça un point d'inflexion. Donc ici, dans ma fonction, mon point d'inflexion dans la partie croissante, bon, j'en ai plusieurs, mais disons que je prends celui-là ici. J'ai décidé d'utiliser ce point-là parce que j'ai une fonction sinusoïdale. En fait, c'est plus le contraire. J'ai tracé une fonction sinusoïdale parce que j'ai décidé d'utiliser ce point-là comme point de départ de ma fonction. Et à partir de là, je vais tracer une boîte qui englobe un cycle complet de ma fonction périodique. Donc ici, je vais aller tracer une boîte qui passe par mon point d'inflexion et qui englobe un cycle complet. Donc je vais aller jusqu'ici. Dans mon cycle, on peut retrouver tous les paramètres. Bon, le paramètre A, on l'a déjà défini. Le paramètre B, on va être capable de le retrouver avec la période. Et la période, c'est égal à la longueur de ma boîte. Donc, c'est quoi la longueur d'un cycle? C'est ça, une période. Donc ici, si je fais une brève soustraction, je réalise que la longueur de ma boîte, c'est pi. Et pour trouver le paramètre B, je vais tout simplement faire 2pi divisé par la période. Et étant donné qu'ici, la période, c'est pi, je vais faire 2pi divisé par pi, qui est donc égal à 2. À noter qu'on peut également trouver la période, lorsqu'on par exemple, vous voulez tracer la fonction, à l'aide de la formule suivante. La période, elle est égale à 2pi sur b. Donc, vous remarquez dans le fond que j'ai juste interverti le b et le p. Vous avez remarqué également que je n'ai pas mis le b comme étant la valeur absolue. La raison est fort simple, c'est que moi, de la façon dont je vous ai montré en classe, c'est que je prends tout le temps un b positif lorsque j'essaie de retrouver la règle d'une fonction. Pourquoi? Parce qu'en modifiant le paramètre a, ça va soit inclure le paramètre b, et de toute façon, dans la fonction cosinus, que mon b soit positif ou négatif, ça ne changera absolument rien. Ça revient au même. Pour la fonction sinus, ça change quelque chose, mais en mettant le a négatif, ben, ça revient aux mêmes choses que si j'avais fait, à la même chose, pardon, que si j'avais fait, j'avais placé mon b négatif. Donc, c'est pour ça que moi, ce que je décide de faire, c'est que je fixe mon b comme étant positif, et après ça, je vais aller mettre le négatif dans mon paramètre a si j'ai besoin de le faire. Donc, ici, si ma longueur de ma boîte était de pi, j'ai donc fait que le paramètre B, c'était égal à 2pi sur pi, qui était donc égal à 2. C'est la raison pour laquelle, dans ma fonction, le paramètre B est égal à 2. Et pour le paramètre HK, je m'en vais au début de ma boîte, et c'était le point milieu du début de ma boîte. Donc, autrement dit, le point ici, c'était mon point HK. C'est la raison pour laquelle j'ai choisi la fonction sinus. Donc, ici, les coordonnées sont... Je vais faire ça en bleu. Les coordonnées sont
pi sur 2, 3. Ben, c'est la raison pour laquelle est-ce que mon k est égal à 3 et que mon paramètre h est égal à pi sur 2. Donc, en faisant une simple boîte qui englobe un cycle, on est capable de retrouver tous les paramètres d'une fonction sinusoïdale, en plus de même choisir le modèle de la fonction sinusoïdale qu'on veut utiliser. Donc, là, ici, j'ai expliqué comment faire pour la fonction sinus. Qu'est-ce qui arrive si je décide de prendre comme point de départ celui-là ici? Tiens, je vais la dessiner en... on va faire ça en bleu. Bon, on va faire ça en bleu. Donc, si je décide à la place de prendre le point d'inflexion dans la partie croissante de ma fonction, je prends le point d'inflexion dans la partie décroissante de ma fonction. Donc là, ici, mon paramètre HK, ce serait devenu celui-là. Donc mon HK aurait changé. Mais étant donné que j'aurais pris le point d'inflexion dans la partie décroissante, ma fonction n'aurait pas été une fonction sinus, mais une fonction moins sinus. Bon, c'est quand même une fonction sinus, mais vous avez compris ce que je voulais dire. C'est donc dire qu'à la place d'aller mettre 2 sinus de 2 x moins pi sur 2, j'aurais eu moins 2 sinus de 2, et le h aurait changé. Le h aurait été maintenant de pi. Fait que j'aurais écrit x moins pi, tout ça plus 3. Donc, il est possible d'écrire une fonction sinus ou une fonction cosinus de plein de façons différentes, d'une infinité de façons différentes, en fait. Parce que je peux décider de commencer mon cycle où je veux. Mon point HK peut être partout. Le K va tout le temps être le même, étant donné que ça correspond à l'axe transversal. Mais pour ce qui est du H, le H peut avoir n'importe quelle valeur. Ben, pas n'importe quelle, c'est des valeurs quand même précises. Mais je pourrais décider de faire une fonction sinus négatif, sinus positif. Je pourrais faire aussi, si je veux, une fonction cosinus négative, une cosinus positive. Donc, pour la fonction cosinus, les points de départ sont un petit peu différents. Donc, si je décide de le faire vis-à-vis un maximum, on a vu dans le modèle de base que ça va être une fonction cosinus. Mais si à la place de le faire vis-à-vis un maximum, je le fais vis-à-vis un minimum, bien là, ce point-là va être mon HK, mais je vais utiliser une fonction cosinus, mais cette fois-ci négative. C'est donc dire que le A serait négatif. Donc, si j'essaie de l'écrire différemment ici, j'aurais pu aussi écrire la fonction 2 cosinus de 2 x. Bon, là, moi, je le sais parce que c'est moi qui ai fait le graphique. Mais ici, ça aurait été moins 3 pi sur 2, 7 pi sur 4. Donc, il est à mi-chemin entre 3 pi sur 2 et 2 pi. Ou j'aurais pu également l'écrire comme ça. J'aurais pu également écrire 2 cosinus de 2 x moins 9 pi sur 4. Tout ça plus 3. Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié le plus 3 tout à l'heure. Mais cette fois-ci, étant donné que je l'ai mis, c'est les coordonnées de ce point-là ici que j'ai été mettre. Donc, le 9 pi sur 4, c'est le x. Étant donné que c'est vis-à-vis un minimum, ben dans ce cas-là, j'aurais une fonction qui serait moins 2 cos. Donc, les 4 écritures que vous avez là représentent toutes la même fonction. C'est juste que ça dépend de où j'ai décidé de commencer mon cycle. Donc, je vous rappelle que je peux décider de le commencer à un point d'inflexion dans la partie croissante. Ça va être une fonction plus sinus. On peut le faire dans le point d'inflexion de la partie décroissante. Ça va être une fonction moins sinus. Je peux le faire vis-à-vis un maximum. Ça va donc être une fonction cosinus. Ou je peux le faire vis-à-vis un minimum. Et ça va être une fonction moins cosinus. Alors voilà. Donc, comment est-ce qu'on peut retrouver les différents paramètres d'une fonction sinusoïdale. Bon, vous excuserez, c'est un peu le bordel sur mon dessin, là. J'espère que tout le monde j'ai pas trop perdu personne. Aux personnes qui m'écoutent et qui ne sont pas dans mes cours ou dans mes classes, là, je suis sincèrement désolé. Vous allez peut-être manquer des bouts, certaines explications que je fais avec mes élèves. C'est juste que le but ici, c'est vraiment d'accélérer un peu le processus pour aider mes élèves à réviser un peu et à compléter leurs notes s'ils ont manqué des bouts. Alors, vous allez devoir peut-être faire les recherches un peu par vous-même.